L'idée, c'est d'avoir une approche assez humble dans laquelle on a d'une part notre terroir et en fonction de la météo, la climatologie de chaque année, donc chaque terre va réagir différemment et chaque millésime d'orge va être le produit du couple terroir et climatologie de l'année. Dugas Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. L'entrée dans Beaucourt en Santerre se déroule comme suit. Une route au milieu d'arbres très verts, une demeure immense qui regarde les champs et une cour sableuse comme on en fait depuis des siècles. Au milieu de cette cour se dresse un pigeonnier de 1660 et face à lui, 2 noyers centenaires qui assainissent l'air. Dans cette cour, on loge encore un hangar avec des moissonneuses-batteuses, 5 silos de stockage de grains, une distillerie et une ancienne étable à vaches reconvertie en salle de dégustation. Parce que oui, c'est dans cette cour multiséculaire de la ferme d'Hautefeuille que l'on fait du whisky et du gin. Aujourd'hui, une immersion au cœur de la distillerie d'Hautefeuille, guidée par Étienne et Marie-Astrid, qui nous présentent leurs spiritueux élaborés du champ à la bouteille. J'aurais bien aimé vous présenter la Somme sous un soleil de plomb. Il se trouve qu'aujourd'hui, il pleut des cordes. Étienne et Marie-Astrid sont ravis. Cette pluie, leur champ l'attendait depuis plusieurs semaines. Étienne scrute le ciel, analyse les nuages, vérifie dans son pluviomètre. Si la pluie tient encore quelques heures, ça devrait faire beaucoup de bien à ses champs. Bien au sec dans l'étable à vaches, reconvertie en salle de dégustation. Étienne me raconte l'histoire de cet endroit. Alors cette ferme, elle est dans la famille depuis 10 générations. Et là, plus récemment, mes grands-parents sont revenus s'installer ici dans les années 50. Et depuis, donc, mon grand-père, puis mon père, et puis moi, nous avons cultivé donc, les terres familiales. Nous cultivons ici principalement des céréales, on peut dire. Donc il y a du blé, du colza, des févroles, plus récemment du lin, et puis évidemment de l'orge pour faire notre whisky. Comment vous avez fait le choix de revenir ici et de reprendre la ferme ? Donc en 2016, le papa d'Étienne a souhaité transmettre son exploitation. Et on s'est posé la question de reprendre ou pas. C'est vrai qu'on était tous les deux dans des métiers différents autres que l'agriculture. On habitait Paris, on était très heureux, mais voilà, il y a eu cette opportunité et on l'a saisie. Donc Étienne a quitté son travail pour revenir reprendre la ferme. Et puis notre voisin qui à Paris, en fait, qui travaillait à la maison du whisky, est venu ici souvent pour la moisson et nous a dit en fait, vous aimez le whisky tous les deux, vous avez un cadre sympa, les champs d'orge sont autour. Pourquoi vous ne vous lancez pas dans la fabrication de whisky français ? L'idée nous a paru un petit peu farfelue et saugrenue. Mais bon, Étienne aime ce genre d'idée, donc il s'est lancé. Étant céréalier, quelqu'un de terroir, donc je suis parti avec une torne d'orge que j'ai fait transformer aux 4 coins de France, donc malté, brassé, distillé, et ça m'a donné une barrique qui m'a donné après les 500 premières bouteilles. Donc après avoir fait tout ce travail, fait des stages, des formations en suivant ma tonne d'orge, donc j'ai validé la faisabilité technique de faire du whisky. Et puis après, au fil de rencontres, d'échanges, j'ai rencontré donc un caviste à Amiens et avec qui on a démarré l'aventure ensemble. Et c'est amusant moi j'aime bien démarrer les choses, j'aime bien les challenges. Du coup, ouais, je trouvais que l'idée était plutôt, on va dire, séduisante. Moi, je voulais avant tout créer un whisky de terroir dans lequel on retrouve bien mes céréales, sachant que pour un agriculteur, c'est une grande fierté d'avoir un produit fini dans lequel on retrouve vraiment le fruit de son travail. Après, l'idée était lancée. Mais attention, ils sont agriculteurs avant tout. Le but a donc toujours été de rester proche de la céréale. Le soleil est revenu, allons faire un petit tour dans les champs. Vous vous sentez comment quand vous venez ici, au milieu du champ ? Honnêtement, c'est sympa, mais c'est vrai que pas un sentiment zen. Évidemment, on veille on veille au grain, donc du coup, on surveille. Mais honnêtement, je viens souvent avec mes enfants et c'est sympa. Sur les semis de printemps, en fait, je prends mes enfants sur le réservoir de la moto et on prend un petit couteau chacun et on gratte la terre pour voir les germes sortir et après les pousses. C'est vrai que c'est sympa. C'est des moments de partage avec les enfants qui sont très, très, très riches.
En fait, nous, on est agriculteurs, donc on aime notre terroir, on est attaché à notre terre, on est attaché à nos racines. Donc évidemment, les spiritueux qu'on va fabriquer, qu'on va imaginer, seront forcément l'expression de ce terroir. Et c'est une chose sur laquelle on n'a jamais voulu transiger. Le Santerre, évidemment, c'est pas forcément touristique et c'est pas forcément une région qui est connue. En revanche, elle est pleine de richesses, comme toutes les régions de France. Très concrètement, comment peut-on rester au plus près du terroir ? En travaillant avec des malteries qui maltent à façon, pour toujours garder un œil sur l'orge que l'on a envoyée, mais aussi avec un brassage sur place et une distillation pointue en une seule passe dans un alambic français de marque Stifler. Pour le vieillissement, c'est pareil, il faut des fûts qui apportent à la céréale, mais ne la masquent pas. Et comme le Nord a des tourbières, Étienne travaille même à récupérer à terme la tourbe locale. De bout en bout, la star de cette bouteille, c'est le champ. Par exemple, là, ici, on a une barrique de chêne français qui contient 3 distillations, la 1123, 1124 et 1125. Donc, dans chaque barrique, on est capable d'identifier donc, la distillation, si on remonte le brassage, si on remonte encore l'orge maltée et si on remonte encore la parcelle. Donc, on a vraiment une traçabilité totale du champ à la bouteille. On n'a pas encore la bouteille, mais du champ à la barrique, puis après à la bouteille. Et pour s'exercer et tester leurs différents produits, Étienne et Marie-Astrid créent des esquisses. Ces esquisses sont d'autant plus importantes dans l'élaboration de leur whisky qu'en pratiquant la rotation des cultures, chaque millésime vient d'une terre bien différente de celle du millésime précédent. L'idée, en fait, c'est de montrer que c'est une phase expérimentale, mais pas loin. C'est une démarche constante évolution. Donc, à chaque numéro d'esquisse, en fait, on a une sélection de quelques barriques. Comme les barriques réagissent toutes différemment, donc on va avoir des choses qui vont être différentes, qui seront très bien ou bien, mais dans tous les cas qu'on ne pourra pas renouveler tout de suite. Chacune de nos bouteilles est numérotée et pour montrer le côté exclusif et limité de la production. Et quand on a autant de champs et de forêts à portée de main, ainsi qu'un alambic dans la cour, on peut bien pousser la passion des spiritueux et faire du gin. Alors l'idée de base était assez pragmatique, toujours, puisqu'on a la chance d'avoir donc sur la commune un larry sur lequel poussent donc les baies de genévrier à l'état sauvage. Petite note explicative. Un larry, c'est un type de terrain particulièrement représentatif des paysages du nord de la France, un coteau calcaire dépouillé qui abrite une faune et une flore très particulières, dont, souvent dans le nord, des genévriers. Donc je suis parti à partir des plantes aromatiques locales. Je suis allé voir concrètement un producteur de plantes aromatiques. Je lui ai demandé de me donner un échantillon de toutes les plantes qu'il pouvait cultiver. Et à partir de ces échantillons-là, nous avons travaillé avant d'arriver sur notre première recette de gin. Donc là, on quitte le whisky pour arriver sur le gin. Et ici, en fait, c'est là que l'on stocke nos botaniques. Donc là, par exemple, vous avez des baies de genévrier. Là, vous avez de la coriandre. Là, vous avez de la menthe coque. Là, vous avez de la camomille romaine. Et toutes ces plantes-là, en fait, vont être macérées dans une eau de vie avant d'être redistillées pour donner notre dry gin. Donc, tous nos gins, en fait, sont faits à partir de plantes entières qui vont donner toutes les caractéristiques du bouquet. Alors, on a 2 gins. On a l'audacieux parce que c'est le premier alcool qu'on a sorti ici. Et puis, on a l'explorateur. Alors, moi, j'aime beaucoup l'explorateur parce qu'il est fabriqué à partir de botaniques de la baie de Somme. Et on y a ajouté des zestes de yuzu, donc c'est un agrume japonais. Et quand vous mettez un agrume dans un gin, ça lui confère un côté très rond, très frais. Et alors l'audacieux, c'est un gin qui est beaucoup plus floral, beaucoup plus herbacé. En fait, il est construit autour de la fleur de sureau. Donc c'est un gin qui est plus vert. Mais de toute façon, nos 2 gins sont des gins qui sont très caractérisés. C'est important pour vous de continuer à être céréalier en parallèle de votre activité spiritueuse ? Ah oui, moi je me vois pas... Enfin, la ferme, c'est... J'aime faire mes tours de plaine en moto, voir mes champs. Oui, c'est clair que je suis agriculteur et distillateur. Je suis attaché à ma terre et à mes champs.
On est assez fiers de pouvoir faire un produit en France, avec nos cultures, de le commercialiser et de pouvoir le partager. Et c'est toujours une belle fierté. On est aussi content d'imaginer nos bouteilles qui vont être partagées à des moments conviviaux, familiaux, à Noël, au moment de la fête des pères. C'est une vraie fierté pour nous aussi. Est-ce que c'est important pour vous dans votre travail au quotidien que ces terres-là, ce soient également les terres que vos ancêtres ont travaillées ? Oui, alors le fait de reprendre une propriété familiale avec le patrimoine bâti et les terres, ça a beaucoup de sens, c'est assez chargé d'histoire, donc on imagine nos ancêtres travailler ou vivre ici, et c'est vrai que ça donne beaucoup de sens à notre travail. Mais c'est sûr que oui, quand on dégustera notre premier whisky parcellaire, donc prévu pour la fin de l'année, c'est clair, ce sera une grande satisfaction de pouvoir dire que voilà, ça vient de la terre sur laquelle mes ancêtres ont travaillé, sur laquelle il y a eu des champs de bataille. Donc c'est vraiment un whisky qui va être chargé d'histoire, dans lequel en fait chacun aura mis sa pierre un peu à l'édifice. Je trouve ça assez fantastique. C'est que la Somme, parfois, on l'oublie. Grenier de la France, patrimoine historique marqué par la Première Guerre mondiale, ce sont ceux qui travaillent la terre jour après jour qui en parlent le mieux. Et à la distillerie d'Hautefeuille, c'est avec des spiritueux que l'on met en valeur ce terroir. Une baie de genévrier qui donnera tout le piquant d'un gin, de l'orge qui fera la subtilité d'un whisky. Au fond, quels meilleurs ambassadeurs d'une région peut-il y avoir que ceux qui, d'une terre, créent un élixir ? Ce reportage a été produit par la Maison du Gard, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Dugas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les whiskies et les gins de la distillerie d'Hautefeuille chez votre caviste et sur le site dugasclubexpert.fr.